Si vous le permettez, donc, je vais zoomer sur le contexte initial qui concerne le traquenard dans lequel je suis tombé le 22 septembre 2012, d'où a découlé la mise en scène de l'accusation de projet de multiples kidnappings de mineurs. C'est important, car comme je l'ai dit dans la précédente vidéo avec Janet Ziman, l'accusation en question repose sur des notes que j'aurais écrites manuscritement dans un cahier de brouillon, lequel n'est pas dans la réserve de papier cul que l'on a tendance à appeler dossier pénal. Alors quel est ce mystère? En fait, les gendarmes qui ont foiré mon arrestation, oui, il faut bien le dire aussi, non, le 22 septembre 2012, mais ils ont également commis l'erreur extraordinaire de ne faire que des photocopies de mon carnet de brouillon qu'ils ont récupéré derrière moi dans la voiture de Christophe Borja lors de ma fuite épique dans les champs de maïs. Dixit, je ne sais plus quel journaleux inspiré. Alors selon les dires de Christophe Borja, qui a été interpellé donc au volant de son fourgon au moment où moi j'en détalais, poursuivi par les gendarmes, ce cahier de brouillon lui a été rendu après sa journée de garde à vue par les gendarmes. C'est un truc dingue. Et Christophe Borja se serait empressé de jeter le fameux cahier de brouillon dans la première poubelle qu'il a rencontrée en rentrant chez lui dans la zone de Montélimar. Ce, avant de se faire serrer une nouvelle fois le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas, et incarcéré quelques 3 semaines en détention provisoire. Alors la question, pourquoi une telle erreur de la part des gendarmes? Ne pas avoir gardé l'explosif carnet de brouillon du détraqué Stan Maillot? Mais parce que si le cahier avait réellement représenté la preuve accablante d'un projet criminel en cours, mais soyez certains que les gendarmes l'auraient précieusement conservé, c'est tout. Mais les gendarmes, déjà pour commencer, n'avaient pas prévu que j'échappe à l'arrestation. Non, ils avaient prévu mon arrestation, c'était quelque chose, c'était un complot, on peut appeler ça, en cours. Donc, ils n'avaient pas en tête un plan B. Ah, si ce bonhomme nous échappe, sur quoi on va rebondir? Non, eux, ils étaient aux ordres, ils étaient là, le jour, à l'heure précise, pour faire ce qu'on leur demandait de faire. Ça venait de plus haut, forcément. Et il n'était pas prévu que j'échappe à cette arrestation, et qu'on ait besoin d'avoir recours en urgence à autre chose pour me neutraliser. Voilà. Alors, c'est une fois que le procureur Coindeau de Sainte a été informé par les gendarmes de mes agissements dans l'environnement malodorant de ses propres décisions de justice, que là, le cahier de brouillon, eh ben, il allait se révéler capital, une pièce capitale pour organiser la machination judiciaire. Mais trop tard, il n'était plus là, il ne restait plus que des photocopies. Et oui, et il doit être rappelé que mon arrestation manquée du 22 septembre 2012 a eu lieu précisément à Bollandose, à plus de 800 km tout de même de la maison des Calliots à Montendre, en Charente-Maritime, et donc mon enquête interdite sur l'affaire Sandrine Gachalois-Calliots. Alors je rappelle ici, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand je parle des Calliots, les Calliots, c'est cette famille de dégénérés qui abusaient de la petite Léa, qui en témoigna durant toute une année de suivi psychothérapeutique. Son géniteur, Johan Calluot, sa mère, la grand-mère de Léa et des 2 autres petits-enfants, le grand-père, qui lui n'apparaît dans les témoignages d'époque de la petite Léa que comme un spectateur des agressions sexuelles pédocriminelles incestueuses. Voilà. Alors lorsque j'ai été serré par les gendarmes d'Amancet, 800 km de l'autre côté de la France, à l'entrée du village de Bollandose le 22 septembre 2012. Ça n'était pas dans le cadre de cette affaire Calliots, Sandrine Gachalois, mais dans le cadre de la toute dernière affaire que je venais de prendre en compte et qui m'amenait en urgence dans cette région du Doubs. Affaire qui avait fait remonter à la surface des faits de crimes sexuels à caractère satanique commis sur des enfants dans une villa de la région dont l'adresse m'avait été communiquée. Et là, vous allez me dire, mais comment se fait-il que j'ai eu de telles informations? Eh oui, la petite histoire dans la grande, parce qu'il y a toujours une petite histoire dans la grande.
c'est que la fameuse affaire de Joy de Bollandoz avait été en fait exploitée pour me faire tomber dans un piège bien monté. C'est ça le fameux piège qui m'était tendu. Un piège dans lequel je me suis jeté tête baissée le fameux 22 septembre 2012, grâce à la collaboration très active d'un petit misérable se faisant passer pour un enquêteur citoyen et un activiste de la lutte anti-pédocriminelle. Eh oui, c'était Jérémy Léhu qui m'avait apporté cette affaire sur un plateau. Affaire trop bien ficelée, trop bien cernée, avec moult détails, même détails opérationnels. C'est lui, surtout, qui avait commis des négligences procédurales dans ses communications avec le témoin clé, Joy. Des négligences troublantes que personne d'un peu intelligent ferait et qui avaient abouti à ce que cette jeune fille, eh bien, au final, ait été surprise par son beau-père proxénète en train de communiquer avec Jérémy Léhu. Vous imaginez? Et évidemment, ça plongeait cette jeune fille dans une situation soudaine de danger de mort. Car la jeune fille entendait, au dire de Jérémy, échapper au réseau et tout balancer, témoigner sur les abominations qui s'y déroulaient. Voilà, d'où ma décision d'aller, une fois de plus, pour le collabo de Cotten, droit la tête dans le mur, malgré des risques trop élevés. Pourquoi des risques trop élevés? Parce que si les communications entre le témoin Joy et Jérémy avaient été interceptées par le réseau local, vu qu'il était fait état par le dit témoin de la participation active de certains gendarmes locaux dans les soirées orgiaques avec ses enfants, ça signifiait que ces gendarmes-là risquaient fort de savoir que j'allais donc intervenir en urgence au secours de cette victime, de ce témoin victime. Alors l'affaire de Bollandoz, un coup monté de A à Z avec la petite crapule de Jérémy Léhu, si prompt à balancer aux gendarmes que j'avais certainement le projet de kidnapper les enfants de Sandrine Gachalois, au moment où Janet Ziman était incarcérée. Et on ne pouvait pas savoir si elle allait sortir un jour de prison. Et cela est certifié sur les procédures que Janet Ziman a pu lire dans la réserve de papier cul qu'on appelle dossier pénal, et même recopier manuscritement quelques jours ou quelques semaines après sa sortie de prison, quand elle a pu avoir un accès très réduit à la fameuse réserve de papier cul dossier pénal. Voilà. Alors, j'ai l'explication des déclarations de Jérémy Léhu, s'y acharné à faire exploser sa vérité sur ma fausse disparition, à l'occasion de mon arrestation manquée du 22 septembre. Et à me faire passer pour celui qui aurait organisé tout ça, ou au moins ma disparition. Alors à parier que dans le cadre du protocole des ignobles en robe noire, qui est surtout de détourner les débats de la zone dangereuse du droit, zone dangereuse pour eux, hein, nous aurons droit à des formidables développements sur mon profil, non seulement de maniaque de kidnapping, mais aussi, grâce à Jérémy Léhu, de mon profil de manipulateur ayant organisé sa propre disparition. Ben voyons. Car ce type de témoignage crapuleux, mais c'est du pain béni pour le réseau. Et pas seulement au niveau des petites salopes, des petites ordures régionales, l'ignoble en robe noire, mais au niveau national. Parce que c'est un combat qui est une dimension nationale, si on parle de notre pays. Le dit réseau ne sait pas quoi imaginer pour détruire l'image, à juste titre positive, que de nombreuses personnes de conscience ont de moi, pardon de le dire, ainsi sans fausse modestie. Oui, et puis après tout, oui, je suis un type bien désintéressé, intègre, idéaliste, convaincu. Et j'emmerde divinement tous les vampires, tous les suppôts de Satan, les pourris, les collabos, ainsi que les petites salopes qui s'évertuent à me rouler dans la boue excrémentielle, sans oublier toutes celles qui bavent sur moi, sur Janet, bien embusquées derrière leur ridicule pseudo d'adolescents attardés et leurs avatars de cyber-baveurs. Ah, voilà, c'est dit, ça fait du bien. Merci, je poursuis. Donc,
Je disais, la stratégie de ceux qui manipulent la marionnette Jérémie est donc que l'on n'en parle plus que de mon profil construit de manipulateur ayant organisé sa disparition. Ah ouais, tiens, mais reste tout de même savoir pour quel motif. Et non du combat titanesque contre le réseau, qui du reste est à l'origine du traquenard dans lequel je suis tombé le 22 septembre 2012 et dont je n'aurais jamais dû réchapper, selon toute logique. Et là, croyez bien que ils les ont là, sur ce coup-là. Mais dans ce cadre de passionnant débat hors sujet, je crois qu'il faudra tout de même citer à comparaître quelques gendarmes qui, forcément, ont dû être mes complices sur ce coup-là, non? Bref, Jérémie Léhu, un de mes pseudo-complices dans l'accusation organisée contre moi, avec Christophe Borja, mais qui n'est qu'un vendu. Je parle de Jérémie Léhu, ayant su s'insérer dans mon travail avec la mission de me faire tomber. Du coup, je me suis posé la question, forcément, sur le vrai rôle de Christophe Borja, qui est rentré dans mon équipe à la même période et pour lequel je n'ai jamais su lever le doute. Probablement que nous saurons à quoi nous en tenir le jour du procès. Alors, Christophe Borja, agent du réseau, infiltré pour me faire tomber dans quelques coups montés. Et quand je dis agent du réseau, ça peut être un ami intime de n'importe quelle crapule de pédocriminel que j'ai dénoncé. Hein. C'est pas forcément... Il ne faut pas s'imaginer qu'un agent, c'est comme dans les films, c'est un mec qui sort d'un service, qui a été formé, etc. Dans le cadre de Jérémie Léhu, c'est un pauvre, un petit paumé, pour lequel sans doute il devait y avoir quelques pressions judiciaires possibles de la part des gendarmes, qui a été mis en scène. Donc, Christophe Borja, je disais, agent du réseau, infiltré pour me faire tomber dans quelques coups montés, ou citoyen honnête, courageux, engagé dans la cause de la lutte contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Peut-être que nous aurons enfin la réponse à l'occasion de ce procès du 30 août. Dans tous les cas, avec des témoignages comme celui du petit vendu de Jérémie Léhu, qui, comme les pédocriminels convaincus, vous savez, les Alain Flèche, les François-Xavier Tanière, les Alain Chauvet, savent jouer avec l'accent de la sincérité. Si certains d'entre vous, mes amis, comptent s'infiltrer dans les premiers rangs, attention, prévoyez même des parapluies et des masques à gaz. Merci. Je suis en train de vous préparer maintenant la seconde partie. La seconde partie, elle est spécifique pour un récapitulatif des points de droit et spécialement donc adressée à l'attention de mes complices et commanditaires. Mais vous allez voir, il y a des rappels, mais il y a de nouvelles notions. Ça sera très intéressant et à ne pas manquer. Merci, à plus tard.